Bonjour à tous, bienvenue au bon programme, c'est-à-dire Bonjour Paris, avec moi, Firda Nourahma. Au début, nous vous présentons le météo aujourd'hui à Paris. Et voilà, Européens, soyez audacieux et innovants en matière d'immigration. Voir la Méditerranée transformée en cimetière marin, pourtant de ceux qui cherchent la terre d'asile ou de cocaïne, Européen est un tel choc qu'il va peut-être sortir l'Europe de sa langue, l'étranger stratégique et de ses appellations généreuses mais éthérées et largement stériles sur l'humanité. En surmontant ces contradictions, l'Europe se métamorphosera et se conduirait. Que faire pour cela? Il n'y a pas une mesure miracle, mais un ensemble d'actions à devenir, à expliquer et à mener. Chacune nécessité de trancher entre pays européens ou entre institutions européennes ou entre opinion et gouvernement ou entre bureaucratisme et donc du courage politique. L'ensemble constituerait la politique européenne de l'asile et de l'immigration crédible, assumée et durable qui fait défaut. D'abord, prendre les justes mesures du phénomène, distinguer asile et immigration. Ne pas oublier que c'est un phénomène mondial. Nigeria, Afrique du Sud, Australie, Rio Grande, etc. Et pas seulement européenne. 80% et 90% des déplacés dans le monde le sont dans le pays du Sud. C'est le Pakistan qui accueille le plus grand nombre de réfugiés au monde. Les chiffres de l'immigration dans l'Union européenne depuis l'extérieur de l'Union européenne restent limités. Autour d'1,7 million, pas plus que de migrants au sein de l'Union. On comptait en 2012 327 000 pour la France contre 592 000 pour l'Allemagne et 498 pour le Royaume-Uni. Il n'y a évidemment pas de solution militaire d'ensemble, mais ne revons pas un recours à la force sera à un moment. Et puis les nouvelles de la démission de la visite du Premier ministre français à l'Indonésie par notre journaliste Madame Leila, s'il vous plaît. D'accord, merci Vida. Maintenant, je suis avec le ministre des Affaires étrangères de la République française, Monsieur Laurent Fabius. Monsieur Laurent? Bonjour, mademoiselle. Vous allez bien, monsieur? Oui, je vais très bien, merci. Ah oui. Est-ce que vous avez annulé votre visite à l'Indonésie? Ah non, mademoiselle, ce n'est pas annulé, mais reporté. Je l'ai reporté à cause des nouvelles informations de la crise en Ukraine. Vraiment? Est-ce qu'il y a un lien entre votre visite à l'Indonésie avec la crise en Ukraine? Ah non, mademoiselle, ils ne se sont pas liés. Il y a des nouvelles informations de la crise en Ukraine, dont les pays européens vont faire le sommet de Minsk en Biélorussie le mercredi 11 février 2015. Et alors, le président, M. François Hollande, m'a demandé de l'accompagner pour y aller. Ah oui, d'accord. C'est la raison pour laquelle vous reportez votre visite à l'Indonésie. Mais pourquoi monsieur le président devrait assister au sommet? Parce que la France est le pays le plus influent dans l'Union européenne. Alors, nous devons participer pour résoudre la crise en Ukraine en raison de la gravité de la situation pour la sécurité en Europe. Oui, je le comprends. Pour quelle raison que vous venez visiter à l'Indonésie? C'est-à-dire, je vais rencontrer le président d'Indonésie, M. Joko Widodo, et avec son cabinet au sommet du climat à Paris 2015 et la diplomatie de l'économie. Autre que le sommet du climat, je vais aussi assister à l'officialisation du nouveau bâtiment dans l'ambassade française d'Indonésie. Oh là là, tu étais surcoupé, monsieur. C'est-à-dire que la liaison entre la France et l'Indonésie est très bonne, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, mademoiselle.
J'espère que l'Indonésie et la France vont créer une bonne relation. Ah oui, c'est très important pour qu'il y ait une bonne liaison avec les autres pays. Oui, c'est vrai, mademoiselle. Alors, merci beaucoup, monsieur. Nous revenons au studio avec Tete. Merci Madame Leila. Et après la nouvelle de l'entrepreneur indonésienne à Paris, il est l'entrepreneur de la spéciale nourriture d'Indonésie, c'est-à-dire Tempe. Directement, voici notre reportation avec notre journaliste Madame Ariska, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Nous sommes dans la rubrique cuisine avec moi Ariska Anggraini. Maintenant, je vais vous inviter pour goûter la nourriture délicieuse qui vient d'Indonésie, mais très populaire en Europe, particulièrement en France. L'Indonésie n'a pas seulement beaucoup de culture, il y a beaucoup de nourriture aussi. Par exemple, le tempeh. Le tempeh est fabriqué de soja. Grâce à cela, il est riche en protéines et très délicieux. Maintenant, je vais rencontrer la chef qui est très experte de faire la cuisine du tempeh. C'est Madame Pita. Elle est indonésienne d'origine française qui est très experte de faire la cuisine du tempeh. Allez, suivez-moi. Bonjour Madame Pita. Bonjour. Ça va Madame? Oui, ça va, merci. Et vous? Je suis très bien. Madame, nous voulons d'apprendre à faire la cuisine avec vous, Madame. Ah oui, bien sûr. Entrez, s'il vous plaît. Mais Madame, j'ai certaines questions pour vous, Madame. Ah oui, bien sûr. Asseyez-vous. Voilà. Madame, quand est-ce que vous avez commencé à faire la cuisine, Madame? Actuellement, j'ai appris à faire la cuisine depuis que j'ai 13 ans. Et puis, je m'intéresse aussi du pain. Pourquoi le tempeh, Madame? Parce qu'il est une nourriture spécifiée de l'Indonésie. Et puis, ma mère est indonésienne. Alors, tous les jours, elle faisait la cuisine du tempeh. Où est-ce que appris à cuisiner du tempeh, Madame? En Indonésie ou en France? Bon, en Indonésie. Parce que j'ai été en Indonésie pendant 7 ans. Je ne suis pas patient d'apprendre à faire la cuisine avec vous, Madame. Vous voulez apprendre maintenant? Bien sûr, Madame. Oui, allez-y. Merci, Madame. Voilà. Essayez, s'il vous plaît. Merci, Madame. C'est très, très délicieux, Madame. Yummy. Vraiment? Oui. Vous fondez votre tempeh où, Madame? Habituellement, je vends dans le supermarché à Paris ou dans l'ambassade d'Indonésie. Et puis maintenant, il y a environ 277 supermarchés qui achètent mon tempeh. Wow, c'est très magnifique, Madame. C'est super. Merci. Je veux manger votre tempeh encore et encore, Madame. Je vous en prie. Vraiment? Oui. Merci beaucoup, Madame. D'accord. Merci pour votre tempeh et votre temps, Madame. Ah oui, je vous en prie. À bientôt, Madame. À bientôt. C'était mon reportage sur le tempeh. Merci pour votre attention et à bientôt. Maintenant, nous vous présentons la nouvelle interprétation. Cette nouvelle du film qui gagne un Nobel dans le Festival Cannes en cette année. Vous êtes sérieux? Voici Jean-Philippe, la productrice du film, Madame Momo. Bonjour. Bonjour Madame, ça va? Oui, merci. Madame,
Qu'est-ce que le titre de ce film, madame? Le titre de ce film est L'amour sanglant, qui parle de l'amour éternel d'un couple, qui est adapté d'une histoire vraie d'un ami. Comment avez-vous été inspiré par ce film? Bon, au début, je voulais créer un genre de film différent de mes œuvres précédentes. Comme vous le savez, mes œuvres précédentes sont plus dominantes dans le genre d'action-espionnage. Et puis, mon ami a suggéré de faire un film sur le thème de la romance, basé sur un événement réel. Ensuite, j'ai essayé d'écouter et de comprendre l'histoire qui est racontée par mon ami. Et voilà. Pourquoi voulez-vous créer des films sur le thème de la romance particulièrement? Bon, actuellement, comme j'ai dit plus tôt, je voulais essayer de faire un film sur un autre thème. Et pourquoi la romance? Peut-être parce qu'au fond, j'aime les choses romantiques. Et puis, je n'ai pas eu une chance d'y arriver dans mes films précédents. Donc, quand j'ai eu cette occasion, j'étais immédiatement excitée. Alors, comment en êtes-vous intéressé? Ce qui m'intéresse est bien sûr parce que cette histoire est une histoire réelle. En plus, cette histoire sera être mon premier film sur le thème de la romance. Donc, je me sens excitée pour pouvoir présenter une histoire qui correspond à la réalité. C'est important. Et comment vous sentez-vous à faire votre premier film sur le thème de la romance? Je me sentais vraiment excitée et nerveuse. Nerveuse? Oui, bien sûr. Parce que je pense que quand on travaille sur quelque chose, j'ai besoin d'être excitée et nerveuse parce que comme ça, je me sentirai heureuse et je peux avoir une passion pour ce travail. Alors, quelles difficultés et quelles avez-vous rencontrées pour réaliser ce film? Bon, dans la réalisation de ce film, nous avons pris des lieux de réalisation dans divers pays d'Europe et Asie. Donc, nous avons dû ajuster les cadres. Mais je préfère dire que c'est un challenge. C'est intéressant. Alors, quel est votre secret pour faire d'un film best-seller? Dans la réalisation d'un film, il est important que l'histoire soit intéressante. Plus, il faut que nous choisissions les bons acteurs. Merci, Madame Momo. Ah oui, je vous en prie. Content et